Bonsoir Madame, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vient de le constater, l'Union européenne qui peine manifestement à finaliser le certificat sanitaire plutôt attendu pour faciliter les voyages et notamment l'activité touristique entre les pays de l'Union. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regretter, que ça soit aussi compliqué? C'est urgent de le mettre en place selon vous? Oh, alors moi je vois pas vraiment l'urgence, au contraire. Je vais simplement me baser sur les experts chargés de l'OMS qui ont planché sur le sujet il y a pas, en avril dernier là, et qui recommandaient de ne pas exiger de passe vaccinal. Et les raisons invoquées, c'était parce que les preuves étaient pour eux limitées dans la performance des vaccins sur la base de la transmission. Donc, ne serait-ce que sur la base de ces experts, on a quand même une très bonne raison de penser que ce n'est pas une bonne idée, qu'il ne faut pas activer les choses dans une course effrénée qui est, à mon avis, éminemment dangereuse et pour, à mon avis, au moins 3 raisons. D'une part, parce que c'est parfaitement antidémocratique. D'autre part, parce qu'effectivement, ça représente un danger qui est à mon avis complètement sous-estimé sur la paix sociale et puis sur la santé des individus. Et enfin, parce que je pense que c'est une dérive éthique qui est tout à fait sans précédent. Dans ce cas, qu'est-ce que vous préconisez? Une fermeture des frontières entre les États membres qui, on le sait, est impossible dans l'espace Schengen, ou alors quoi, des tests PCR davantage, pour bien qu'on comprenne? Et en fait, je vais plutôt me caler sur l'actualité et éviter de décider de mesures qui ne soient pas liées à la réalité de ce que nous vivons. Si j'en crois le dernier bulletin de Sentinelle français, on est à moins de 0,6%, je crois, des cas symptomatiques de Covid-19. Donc, je ne sais pas si, avec des tels chiffres, on est en droit d'exiger des mesures aussi drastiques de tous côtés. Je crois qu'on a perdu la raison dans cette crise. Cela fait des mois que cela dure et je pense qu'il est urgent de revenir à quelque chose de fondé, de bien bâti. Et ces tests PCR que vous mentionnez, on le sait, sont l'objet de beaucoup de critiques, encore une fois, notamment de l'OMS. Donc, selon vous, plus de PCR, plus de vaccination nécessaire pour passer d'un pays à l'autre, c'est ce que vous préconiseriez, sans danger justement de circulation et de résurgence du virus, selon vous? Alors, je crois que dans l'état actuel de la dynamique épidémique, ce que je propose là n'a rien de révolutionnaire. Je ne l'aurais pas forcément dit à d'autres moments de l'épidémie, mais ce que nous discutons là me semble hautement réaliste, avec quand même des précautions qui sont toujours les mêmes, mais qui ont été très insuffisamment rappelées. Je veux parler de l'hygiène des mains et qui a été mal comprise. Je veux parler d'expliciter mieux les façons de transmettre le virus. De la même façon, je crois qu'on n'a pas bien expliqué. Je veux parler de l'immunité et de la force que représente notre immunité naturelle. Et tout cela n'a pas du tout été traité. Et j'ai été quand même une des premières à alerter par des vidéos sur la symptomatologie du Covid-19. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui ne nie pas ni les symptômes Covid, ni l'importance de communiquer sur cette maladie, c'est bien moi. Comment vous expliquez justement ce non-traitement, comme vous dites, de ce que vous venez d'évoquer? Je l'explique très simplement, hélas, très prosaïquement, l'autorisation de transitoire conditionnelle que nous avons actuellement pour avoir accès à ces vaccins avant même que les essais cliniques soient terminés et avant même d'ailleurs qu'un certain nombre de processus de régulation soit atteint, eh bien, tient au fait qu'il, soi-disant, il n'existe pas de traitement.
Donc, dès lors que quelqu'un apporte une preuve qu'il existe des traitements, vous avez vu qu'il y a tout d'un coup un bashing international en disant non, 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 ça ne marche pas, c'est pas du tout efficace. Vous pensez par exemple à l'hydroxychloroquine et toutes les polémiques qui ont suivi? Alors, chacun pense à son clocher. Moi, j'étais plutôt une fan de l'azithromycine pour avoir vu ses bienfaits dans des maladies lourdes comme la mucoviscidose, qui a une dimension à la fois virale, bactérienne et virale. Donc oui, je trouvais que c'était plus intéressant. Par exemple, l'azithromycine. Bon, enfin bon, franchement, depuis, il y a eu l'ivermectine, il y a eu l'hydroxychloroquine, il y a eu quand même beaucoup de traitements, le N-acétylcystéine, qui ont été proposés et qui, à chaque fois, montrent des études qui sont, une accumulation d'études qui sont quand même très impressionnantes. Donc, mais pourtant, pardonnez-moi, madame, mais on nous a dit sur ce plateau ou ailleurs, hein, des experts scientifiques également, nous ont dit, mais ce n'était pas... Si je puis me permettre, oui. Je crois que vous n'avez pas invité beaucoup de scientifiques. Je crois que vous avez invité beaucoup de médecins qui ont une capacité scientifique évidente, mais très peu de scientifiques, mais pas que vous, RT, l'ensemble des plateaux. Et c'est une grosse différence, parce qu'en fait, la différence avec un scientifique qui mange du papier, la publication matin, midi et soir. Donc il a, voilà, c'est son métier de manger de la publication. Alors, on en a eu quelques-uns d'ailleurs qui défendaient justement ici même ces traitements, puisqu'on a l'habitude de donner justement des voix dissonantes. Donc on en a eu, si, je vous assure, mais c'est vrai qu'on en a entendu d'autres nous dire, bah écoutez, tout le monde sait évidemment que ces traitements ne sont pas efficaces du tout. Enfin, c'était une fin de non-recevoir lors de débats justement qui opposaient ces deux opinions. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il me semble qu'ils sont, pardonnez-moi, ils sont d'autant moins efficaces qu'ils n'ont pas été donnés et qu'à la place, on a dit Doliprane, paracétamol. Donc effectivement, dès lors qu'ils ne sont pas autorisés, donnés d'une façon générale, eh bien effectivement, on a l'impression qu'ils sont inefficaces. Si vous écoutez tous les témoignages de tous ces généralistes qui ont traité leurs patients et qui ne sont pas restés simplement à leur donner du paracétamol, il semblerait que la vérité soit tout autre. Effectivement, je vous le confirme pour connaître effectivement certains médecins qui ont prescrit l'azithromycine. À l'inverse, des antihistaminiques aussi, il y a le différent. À l'inverse, l'Union européenne, qui peine à se mettre d'accord dans sein de ses frontières, se prépare à ouvrir grandes ses portes aux visiteurs étrangers, à condition qu'ils aient reçu, là encore, le vaccin. Votre réaction, c'est bien, on s'arrange contre le tourisme, voilà, quand il s'agit de faire venir les touristes, c'est quand même une bonne chose selon vous? Si jamais on ne le conditionne pas à cette histoire de passe, qui est vraiment très, très dangereux, et je crois que les gens ne mesurent pas le danger assorti à ce passe, et j'aimerais peut-être prendre une minute pour vous l'expliquer en vous donnant des exemples. Quand j'ai dit que le danger, c'était la destruction de toute forme de paix sociale, eh bien, des exemples du peuple israélien, c'est que, par exemple, si vous avez envie de faire la fête, quand vous voyez vos amis qui restent dehors et qui ne peuvent pas rentrer, est-ce que vous croyez vraiment que vous avez toujours envie de faire la fête? Petit exemple vécu, papa et maman vont avec leurs 3 enfants au restaurant et là, bien évidemment, les enfants ne sont pas vaccinés. Donc, ils sont parqués au-delà d'une démarcation et donc ne déjeunent pas ou ne dînent pas avec leurs parents dans les restaurants. C'est ça l'exemple israélien qu'on nous dit être tellement sympathique, ou ces invités à des bar mitzvah qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas leur pastille verte, ou cette femme qui n'a pas pu aller voir son mari dans une maison de retraite parce qu'elle n'était pas vaccinée, donc elle ne peut plus accéder à la maison de retraite. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter ? Ça, c'est ça la réalité du pass vaccinal. Ça n'est pas je prends l'avion et le tourisme est résolu et tout va bien. On a vu de toute façon ces cas d'Australiens double vaccinés qui se retrouvaient en quarantaine dans le pays visité parce qu'ils étaient positifs à la PCR.
Donc, vous voyez, il y a quand même, il y a le narratif qui est effrayant parce que quand même, il fait des petits débuts insignifiants et en fait, c'est par ce début insignifiant qu'on peut renverser véritablement tous nos principes démocratiques et toute notre capacité de vivre ensemble, ne serait-ce que dans les familles. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect que j'aimerais dire, c'est au niveau de la santé. Finalement, cette idée de passe, à mon avis, met en danger la santé des individus. Et ça, personne n'en parle non plus. En quoi? Bien, si on écoute simplement ce que M. Véran explique l'autre jour au Conseil d'État, il nous a quand même dit que les personnes vaccinées étaient aussi celles qui étaient les plus exposées aux formes graves du haut décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale. Il a aussi parlé du cas de la virulence d'un variant. Donc, il nous a bien expliqué que le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus au tiers. Et donc, ceux qui auront un pass vont se croire nantis, protégés, quand ils ne le sont pas. Ils sont donc dans une certaine forme infantilisés. C'est une infantilisation dangereuse qui peut les mettre en danger parce qu'ils vont baisser leur garde. Et pour être exact et fidèle à ce que les grands patrons de Moderna et Pfizer nous annoncent, c'est que nous avons la quasi-assurance que plutôt qu'un pass sanitaire, nous aurons bien un abonnement vaccinal chronique qui, a priori, sera tous les 6 mois. Donc, ce n'est pas un pass vaccinal dont on parle, pas un pass sanitaire, c'est bien, parce que le côté sanitaire, on a vu que c'était tout à fait critiquable. C'est un abonnement vaccinal chronique. Merci en tout cas Alexandra Henrion-Caude, généticienne, fondatrice de l'Institut de recherche Simplissima et ancienne directrice de recherche de l'INSERM, d'avoir été avec nous, de nous avoir exposé votre point de vue ce soir sur RT France. Merci.